Tendance première, Véronique Tiberghien. Il anime Zone Geek, la chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez le retrouver. Et il est chez nous aussi. Et ça, on est plutôt content. Bonjour Kamal Messaoudi. Bonjour, comment allez-vous? Mais bien, on va parler rétro gaming. Oui, alors on dit tout et n'importe quoi sur le rétro gaming. Pour rappeler rapidement ce que c'est que le rétro gaming et pourquoi est-ce qu'on en parle. Le rétro gaming, c'est le fait de jouer à des vieux jeux, à des vieilles consoles qui ont en général bercé notre enfance. En général, les rétro gamers sont plutôt des gens qui ont soit connu la console, type Nintendo ou Super Nintendo, ou soit des jeunes qui ont envie de redécouvrir un petit peu tels des archéologues, des reliques, comme Indiana Jones et son arche perdue. En fait, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'en fait, hier, il y a eu une annonce. En fait, la mini Mega Drive est sortie. Donc, en fait, il y a une mode qui est sortie, ça fait quelques années, qu'on ressort en fait en version miniature les consoles de l'époque. Donc, il y a eu la mini NES, il y a eu la mini SNES, et maintenant, c'est la mini Mega Drive. Alors, c'est pour ça que je me pose cette question, c'est est-ce que ce rétro gaming, c'est un petit peu un art de vivre, un petit peu comme moi, ou alors est-ce que c'est un business de la nostalgie? Parce que c'est vrai qu'effectivement, tout ce qui est nostalgique, pour le moment, c'est un bon business. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas faire... On n'en revient quand même pas à la console Atari. Eh bien si, figurez-vous qu'il y a des gens qui sont en train de travailler pour faire une mini Atari. Bon, il y en a eu beaucoup, notamment un mini Commodore 64 par exemple, et ce genre d'objets archéologiques presque mythiques et qui vont devenir des pièces rares. Pourquoi des pièces rares? Parce que une véritable question philosophique se pose. Vous savez que maintenant, l'heure est à utiliser les consoles dites en cloud computing, c'est-à-dire qu'on n'a pas la console physique devant soi, un petit peu comme vous avez Netflix, vous n'avez pas le DVD physique ou le film physique, vous vous connectez à un serveur. Et bien maintenant, vous pouvez, grâce ou à cause des GAFA tels Google ou Apple qui sont en train de se lancer dans ce service, vous connectez à un serveur et jouez à des jeux vidéo, en général des jeux, ce qu'on appelle des casual games, donc des jeux assez faciles d'accès, auxquels, je ne sais pas, la fameuse ménagère de moins de 50 ans peut jouer, pour reprendre les mots des sondages. Non, voilà. Voilà. Et donc, effectivement, le principe est simple, vous vous connectez et vous jouez. Du coup, il n'y a pas de support physique, du coup, il n'y a pas de business de la nostalgie, puisque donc, à quoi voulez-vous vous souvenir finalement, puisque vous n'avez pas l'objet devant vous? Et donc je me pose la question de ce que vont devenir les pauvres générations futures qui n'auront pas la collectionnite aiguë et des caves remplies d'objets inutiles, donc indispensables. Oui, mais alors du coup, c'est vrai qu'on se pose la question, nostalgie ou business? Un petit peu des deux, figurez-vous. La vie, comme je le dis souvent, c'est un yin et un yang. Donc il faut savoir évidemment qu'au début, quand les gens ont lancé le jeu vidéo, vous savez d'où c'est venu simplement? Eh bien en fait, ce sont des ingénieurs de la MIT, entre autres, qui utilisaient des oscilloscopes. Vous savez, ces écrans qui permettaient de calculer les fréquences d'objets électroniques divers et variés. Mais ils se sont dit, tiens, si on essayait d'en faire un jeu. Alors, le premier jeu d'histoire, si vous vous souvenez, c'est Pong. C'est Pong, avec les deux barres qu'on faisait bouger pour rattraper un peu comme un jeu de tennis. Voilà, ce qui était en fait à la base une anecdote. Les gens se sont dit, tiens, si on commercialisait pour le porter dans les salons, finalement, en général, ce type d'objet électronique est d'abord une recherche hasardeuse scientifique et ça devient un objet mercantile. Ça a eu un succès tel que tout le monde a décidé de faire son propre Pong, ce qui a créé la première crise du jeu vidéo. Parce que lorsque l'on propose trop d'un même objet, eh bien forcément... Trop de Pong, tu le Pong. Exactement. Et donc, du coup, on a commencé à créer des mythes et puis la technologie a avancé. On a commencé à créer des personnages qui n'étaient plus des barres, mais des plombiers moustachus, tel Mario. Petite anecdote rapide, vous savez quel était le premier métier de Mario? Non. C'était un menuisier, il était même esclavagiste. En fait, menuisier esclavagiste, ça peut paraître bizarre. Mais en fait, c'est quoi un menuisier esclavagiste? Alors, c'est un monsieur qui fabrique des meubles en bois, je pense. Ouais. Mais en fait, il a la fâcheuse tendance à fouetter des gros singes. Pourquoi? Oui, Donkey Kong. Donc en fait, dans le premier Donkey Kong, vous pouvez voir que c'est Mario qui malheureusement fouette ce pauvre petit singe inoffensif. Et donc effectivement, c'est la première fois qu'on a vu apparaître Mario. Et puis son comparse, son frère Luigi. Alors autre anecdote intéressante, vous savez ce que ça veut dire, Ruigi en japonais? Non. Ça veut dire l'autre. Donc en fait, on pense que c'est d'origine italienne, Luigi, mais Ruigi à la base était pour signifier l'autre. Le numéro 2, le Poulidor du jeu vidéo, l'éternel second. Et donc effectivement, l'histoire du jeu vidéo a été emplie de ce genre de nostalgie. Et c'est ça que je voulais simplement évoquer, c'est que finalement on se demande si c'est plutôt l'objet ou si c'est plutôt les émotions et les anecdotes qui sont liées à cet univers-là qui fait que l'on garde ce souvenir exceptionnel. Alors bon, des fois il y a aussi des histoires un petit peu plus tragiques. Le pauvre Pac-Man, vous connaissez Pac-Man? Oui, très bien. Alors à l'origine, vous savez qu'il s'appelait Puckman, comme un puck, parce qu'il s'agit d'un objet circulaire. Sauf que les adolescents, les méchants adolescents rebelles, lorsqu'ils allaient dans les bornes d'arcade, vous savez, avec leurs petites pièces, ils frottaient le P pour que ça donne un F, ce qui donnait un
Fuckman. Oui, effectivement, oui, pour les puritains américains, vous comprenez, jouer à Fuckman, c'est pas très cool. Alors ils se sont dit, ils peuvent frotter le P, ça donnera Fuckman, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Donc on est passé de Puckman à Pac-Man. Voilà, c'est ce type d'anecdote qui crée un petit peu, qui donne de la profondeur et finalement qui permettent aux gens de raconter des histoires au coin du feu, à côté du barbecue, pendant les soirées Monopoly. Aux enfants qui n'imaginent pas. Exactement. Voilà. Et effectivement, et le business de la nostalgie, comment il est arrivé ? En fait, je pourrais presque dire qu'il s'agit un petit peu... Vous savez, ça existe encore les mercredis après-midi pour les enfants. Oui. Ouais. Alors à l'époque, j'oscillais entre j'hésitais entre deux grosses problématiques. Regarder le Club Dorothée ou jouer aux jeux vidéo. Parce qu'on ne pouvait pas tout faire, hein, vous comprenez ? L'autre problématique, c'est que le Club Dorothée, vous savez, je vous l'ai dit souvent, on ne pouvait pas enregistrer, regarder des replays, ce genre de choses. Ou alors il fallait avoir un magnétoscope. Et alors la technologie pour pouvoir programmer était quand même hasardeuse. Et donc, il fallait faire un choix. Et moi, en général, une fois sur deux, je regardais le Club Dorothée, puis l'autre fois, je passais mon après-midi à jouer aux consoles. Alors, et c'est là qu'a commencé à apparaître la collectionnite aiguë. On allait chez un copain qui avait lui-même une autre cartouche, qui en général ne fonctionnait pas. Et qu'est-ce qu'on faisait à l'époque ? On soufflait sur la cartouche, ce qui ne servait absolument à rien. Qui n'a pas soufflé sur sa cartouche de console ? C'est un petit peu une espèce de légende urbaine. Alors, il faut savoir que en plus c'est mauvais parce que vous rajoutez de la salive, donc vous oxydez la cartouche. C'était des pièces imprimées, ce n'était pas comme maintenant du tout digital. Et donc finalement c'était contre-productif. Mais dans nos esprits de nerds de cave, on pensait qu'on allait changer le monde et pouvoir jouer à Mario Bros, Batman et j'en passe. Et donc, c'est un petit peu ça aussi où on a commencé un petit peu à collectionner, à regarder, échanger, à finalement faire la pub. Finalement, on se faisait notre propre pub, hein, c'est-à-dire que nous, on achetait un jeu, on disait à notre pote, ouais, vas-y, achète-le, il est super cool, et il l'achetait la semaine d'après. Et donc, finalement, on se faisait une petite surenchère entre nous, à savoir qui avait la plus belle collection de jeux. Et ça, c'est cool. Alors, effectivement, un petit peu tel le vin, je pense, c'est une valeur refuge actuellement. Je ne sais pas si vous connaissez d'autres objets qui ont des valeurs refuge. Je pense les planches de bande dessinée. Oui, certainement. Oui, voilà. Et ben voilà, les cartouches de rétro gaming sont devenues presque, quelque part, des valeurs refuges où des grands collectionneurs viennent dans des salons de vente et il y a des cartouches qui peuvent monter jusqu'à 10, 15, 20 000 $, certaines jusqu'à 100 000 $. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, Nintendo organisait des concours, le Nintendo World Championship, et alors ils avaient édité des cartouches en édition très limitée, ce qui fait que ces cartouches sont extrêmement rares, ce qui est rare et cher. Vous connaissez la suite. Ce sont celles-là, évidemment, qu'on vend le plus peut-être sur des marchés. Oui, effectivement. Alors évidemment, il y a aussi des objets de niche. Hein. Je sais que certaines licences type Zelda, hein, vous connaissez la princesse, ce n'est pas le personnage, parce que souvent les gens pensent que le personnage c'est Zelda, non, c'est la princesse Zelda. Et donc voilà, et donc on était dans une époque où forcément on ne savait pas qu'on allait peut-être vers des objets qui allaient prendre une valeur dingue. Et c'est pour cela qu'à l'heure actuelle, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les consoles actuelles, hein, PS4 non, par exemple. Je suis un peu dépassée, voilà. je dois l'avouer. Effectivement, PS4, vous branchez votre jeu, vous l'achetez, qu'est-ce qui se passe ? Une mise à jour de 3h30 pour certains jeux. Ce qui fait qu'on n'a pas l'expérience directe du jeu. Ça me rappelle un petit peu quand... je ne sais pas si les gens ont connu le Commodore 64, il fallait peut-être... Oui. Ouais, voilà. Il fallait peut-être 20 minutes pour coder le jeu, puis il fallait aller manger le temps que le jeu se lance, et puis après avoir mangé le dessert, le jeu se lançait enfin, il suffisait d'une panne d'électricité pour refaire tout depuis le début. Et effectivement, on revient peut-être à cette époque, et peut-être le tout dématérialisé va peut-être émanciper les gens de ce business de la nostalgie, quoique les gens se tournent plutôt vers les goodies, type figurines, Funko, comics, t-shirts, casquettes, et j'en passe. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Comme d'habitude, le tout est une histoire d'équilibre, de yin et de yang. Et puis quand vous commencez à avoir des enfants et des bébés comme moi, vous avez tendance à tout liquider parce qu'il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place, il faut faire un choix. Voilà. Le choix de la raison, finalement. Ouais, je suis un peu triste quand même. Non, Commodore, oui, on a connu, Atari, le ping et le pong, et après, moi, j'ai été un peu dépassée, je dois bien l'avouer. Mais cela dit, je comprends que ça soit devenu un gros business pour certains. Exactement. Et les figurines, par contre, sont assez rares, des t-shirts et des choses comme ça, mais des figurines de Mario, par exemple, il n'y en a pas eu beaucoup. Non, mais ça revient, et puis on en trouve partout, hein, même au coin de la rue. Il suffit de traverser la rue pour trouver une figurine de Mario, pour paraphraser un président français, je pense. Jérôme Collin, bonjour. C'est vrai, bonjour. Oui. Atari, Commodore, tout ça, vous connaissez ? Évidemment, c'est toute ma jeunesse. Ça revient, figurez-vous.